Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière dans laquelle je vais vous partager une présentation que j'ai donnée à un consortium. J'ai été invité à un consortium de psychiatres et d'étudiants en psychiatrie en juillet 2024. Et le thème de ce consortium est Psychiatry in the Wild, la psychiatrie dans la nature. Et j'ai été invité à donner une présentation de 45 minutes environ et le thème que j'ai choisi était les études animales pour trouver l'équilibre de nos comportements dans notre environnement. Comment apprendre à naviguer nos systèmes dopaminergiques et sérotoninergiques pour réguler nos émotions et soigner nos addictions. Donc si tu as envie d'apprendre sur tout cela, comprendre comment ces systèmes fonctionnent, comment ils nous aident à interagir dans notre environnement, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite à la regarder, à prendre le temps de bien regarder chaque partie et j'espère que cette vidéo va te plaire, que cette présentation va être claire pour toi. Et c'est parti. La première chose que j'aimerais te demander, c'est lorsque tu as eu un objectif, ou si tu as un objectif actuellement, ou un objectif que tu as réussi à accomplir, quelle stratégie as-tu mise en place? Est-ce que tu visais ton paradis? Est-ce que tu imaginais le paradis que tu pourrais atteindre, l'idéal que tu pourrais atteindre, si tu réussissais ton objectif, si tu réussissais à l'atteindre, ou est-ce que tu imaginais l'enfer dans lequel tu risquais de chuter si tu étais incapable d'agir chaque jour pour atteindre ton objectif? Quelle stratégie as-tu utilisée? Quelle stratégie utilisais-tu quotidiennement ou chaque semaine ou chaque mois par exemple? Et quelle stratégie était la plus utile? Donc je t'invite à prendre un peu de temps pour réfléchir là-dessus, te demander quelle stratégie était vraiment la plus efficace. Et pendant que tu penses à ça, j'aimerais t'expliquer une expérience qui a été faite chez le rat. Et en gros, les chercheurs ont pris plusieurs rats, ils ont mis un ressort à leur queue qu'ils ont attaché. Et ils ont essayé de mesurer la force avec laquelle le rat tirait le ressort. Et plus le rat mettait de force, plus on pourrait dire qu'il a de, entre guillemets, désir, de besoin de justement faire cette action. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du fromage pour voir si le rat avait le désir de prendre ce fromage. Ils ont pris une odeur de chat qu'ils ont mis derrière le chat, qu'ils ont mis derrière le rat pour voir si le rat voulait s'enfuir, et ils ont combiné les deux. Et ils ont essayé de voir dans laquelle le rat tirerait le plus fort. Donc une chance sur trois, je t'invite à réfléchir, à te poser la question dans quelle situation, le fromage, le chat ou les deux. Et en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est que ces deux systèmes, tout cela a un lien avec deux systèmes. Le système sérotoninergique et le système dopaminergique. D'un côté, le système sérotoninergique, c'est le système qui t'aide d'interoception. C'est le système qui est en toi. C'est le système qui te permet justement de te concentrer sur toi-même, à l'intérieur de toi et dans ton environnement proche, dans ton environnement connu autour de toi. C'est le système qui te permet d'évaluer ton environnement environnant, de regarder ce qui est autour de toi et de remarquer les potentiels dangers ou non. Et selon ton statut, il va être capable de te dire si oui ou non tu peux être bien dans ton environnement. Le système dopaminergique, d'un autre côté, c'est le système d'extéroception. C'est le système qui te pousse à aller au-delà de toi. C'est le système qui regarde, dans lequel tu as ton environnement connu, mais lui, ce qu'il veut, c'est aller dans ce qui est inconnu. Et c'est pour cela que ce système, eh bien, te donne des récompenses. Il te fait sentir bien lorsque tu fais quelque chose. Il te fait toujours te dépasser, te pousser vers l'avant. Donc d'un côté, on a le système sérotoninergique qui nous permet de nous sentir bien et de remarquer ce qui peut être dangereux, de nous aider par rapport à ça. Et le système dopaminergique qui nous aide à nous étendre et à aller plus loin. Et nous allons voir ces deux systèmes plus en détail. Mais en gros, le système dopaminergique, c'est exactement ce qui s'est très bien décrit avec la Red Queen, la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Et elle explique ça qu'en gros, le monde où elle est, il faut courir toujours plus vite, il faut courir au moins 2 fois plus vite pour pouvoir rester à la même place. Et c'est exactement à ça que le système dopaminergique sert. Il nous aide à justement courir toujours plus vite pour pouvoir justement ne pas dégénérer. Parce que si tu restes à la même place, c'est que tu es en train de dégénérer. Un poteau blanc, si tu ne l'entretiens pas, dégénérera et deviendra noir avec le temps. Donc ces deux systèmes nous aident énormément. Et le système dopaminergique, c'est un système de motivation, d'attention, de plaisir. Mais on a tendance à le simplifier un peu trop. Donc j'aimerais prendre quelques études
et te prendre à travers justement quelques études, te les expliquer et qu'on essaie de comprendre vraiment le rôle de ce système parce que c'est plus compliqué et c'est pas exactement ce qu'on a tendance à en dire. Donc on va essayer de voir vraiment ce que ce système fait. Donc le système dopaminergique, il y a deux parties. Il y a une première partie que comme tu peux le voir ici, qui est le striatum et la substantia nigra. Cette partie-là a une tendance à être plus dans la locomotion, alors que là, l'autre partie-là, qui est le mésocortico-limbic pathway, c'est plus dans tout ce qui est récompense entre guillemets. Mais voyons voir si ces simplifications sont aussi vraies que on le dit. Donc j'aimerais te raconter une histoire, la MPTP Story. En gros, dans les années 80, 1980, il y a eu une nouvelle drogue, une drogue synthétique, une héroïne synthétique, que certaines jeunes personnes aux États-Unis ont acheté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont retrouvées à l'hôpital quelques jours plus tard, parce que ces personnes n'avaient plus de mouvement spontané, donc elles ne bougeaient plus vraiment. Elles avaient une flexibilité waxy. En gros, c'est quand, si on levait leurs bras, ils ne se baisseraient que très 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 lentement. Ils avaient beaucoup de tremblements au repos. Donc ils avaient beaucoup de symptômes de ce qu'on appelle le parkinsonisme, le Parkinson, ou un type de Parkinson en tout cas. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, cette drogue, MPTP, en fait, ce qu'elle avait fait, c'est que ici, si tu vois bien, dans cette figure, tu vois les neurones dopaminergiques. Eh bien, les personnes qui avaient pris cette drogue, eh bien, n'avaient plus aucun neurone dopaminergique. Et c'est exactement ce qui se passe avec les personnes qui souffrent de Parkinson. Ils ont tous ces problèmes de locomotion parce qu'ils ont perdu ces neurones de locomotion. Et les neurones de locomotion, ça prend du sens avec le système dopaminergique et ce dont je te disais, parce que le système dopaminergique lui permet de s'étendre, d'aller au-delà de soi. Et pour cela, nous devons avoir de la locomotion, nous devons nous mouvoir pour pouvoir aller au-delà de ce que nous avons. Et du coup, ces personnes qui ont pris cette drogue, qui en fait c'était le dérivé de l'héroïne, c'était MPPP. Ils ont créé un nouveau MPTP. Et en fait, il y avait juste une petite différence dans la molécule. Et cette petite différence fait que dans le cerveau, elle était traitée différemment. Et ça a engendré une autre molécule qui a justement engendré cette dégénération des systèmes, du système dopaminergique. Et ça a donné des idées aux chercheurs qui se sont dit, en fait, ça peut nous permettre d'étudier le Parkinson. Et du coup, ils ont pris des rats, des singes, ils ont commencé à essayer de faire de la recherche là-dessus. Et comme on le voit sur cette courbe, ça monte de plus en plus haut. Donc la recherche s'est vraiment développée dans ce domaine grâce à ça. Et à travers les années, on a eu de plus en plus de papiers par rapport à ce sujet. Mais du coup, d'un côté, on a un système de locomotion, et de l'autre côté, nous avons un système mésolimbique. Et que fait ce système? Eh bien, je vais t'expliquer quelques expériences et on va essayer de voir ensemble ce que fait ce système. Dans une première expérience, ils avaient un rat et ils pouvaient presser un levier, une barre. Et ils se rendent compte que s'il n'y a pas de récompense, eh bien le rat ne pressera pas. Ou il y a peu de probabilité que le rat décide de presser. Cependant, si on stimule le système dopaminergique, eh bien le rat va commencer à presser énormément. Et si on bloque le système dopaminergique avec un antagoniste qui va bloquer les récepteurs dopaminergiques, eh bien le rat arrêtera de presser. Donc ça nous permet de suggérer que le système dopaminergique nous aide à conduire, à exécuter un comportement et à le répéter. Et peut-être que l'on prend un certain plaisir, on ne sait pas, mais en tout cas, il nous permet d'exécuter un certain comportement. Dans une autre expérience, ils ont fait un test de sucrose. Donc, en gros, ils ont pris des souris qui ne pouvaient pas produire de dopamine et ils les ont mis dans une cage où il y avait une bouteille d'eau avec de l'eau et une bouteille de sucrose avec de l'eau avec un certain pourcentage de sucrose. Donc c'est une solution sucrée que les souris et les rats adorent. Et une souris normale aurait tendance à boire 98% de sucrose et presque pas d'eau. Eh bien, ce qu'ils ont observé, c'est que les souris qui ne produisaient pas de dopamine buvaient autant de sucrose. Donc le ratio de préférence, ce qui veut dire le pourcentage de sucrose bu par rapport à l'eau, eh bien on voit qu'il est similaire entre les deux groupes. Cependant, il y avait une différence flagrante, c'était dans le comportement, le type. Donc là, on voit une souris normale qui va toutes les un quart d'heure, 20 minutes, prendre du temps pour aller boire du sucrose. Alors que là, la souris a un comportement totalement différent. Elle a des longues sessions où elle boit beaucoup de sucrose.
Mais au total, elles ont la même préférence. Donc elles vont prendre autant de plaisir à boire l'eau que le sucrose. Donc là, ça sous-entend que le système dopaminergique n'est pas vraiment impliqué justement dans le sentiment de récompense, justement. Parce que même sans dopamine, on ressent justement le plaisir de boire du sucrose. Et il y a une autre expérience très connue qui a été faite. Entre autres, ici, on peut voir les neurones dopaminergiques. Et R, c'est le reward, c'est la récompense. Et ce qui se passe au moment où on reçoit une récompense, donc ça peut être de la nourriture ou quelque chose comme ça, eh bien il y aura une augmentation de l'activité de nos systèmes, de nos neurones dopaminergiques. Et ça a lieu dans le système dont je te parlais plus tôt, au niveau du ventral tegmentum area, qui est au niveau du brainstem. Et les neurones dopaminergiques vont aller ici et vont sécréter de la dopamine au niveau du nucleus accumbens. Et c'est ici que tout se passe et qu'on apprend le comportement, que l'on commence à développer le comportement. Et une fois qu'on a appris le comportement, donc si on a la récompense plusieurs fois, encore et encore on reçoit la récompense, et bien ce qui se passe c'est que on n'aura plus autant de plaisir avec la récompense, comme tu le vois ici, parce qu'on a pris l'habitude de la récompense, mais notre cerveau va conditionner tous les stimuli environnants à la récompense. Et c'est ce qui se passe ici, comme on le voit. Il va y avoir une augmentation de l'activité de nos neurones dopaminergiques au moment où on voit un stimulus qui est conditionné avec cette récompense. Donc si on a l'habitude, par exemple, d'avoir une récompense qui est de fumer une cigarette associée au fait de boire du café, et bien dès que l'on va boire du café, on va avoir ce pic dopaminergique qui va nous faire vouloir avoir cette récompense. On va être dans l'attente de la récompense. Donc si dès que l'on va chez quelqu'un, dès qu'on va chez grand-mère, on reçoit beaucoup de bonbons, eh bien on entend grand-mère, on se dit bonbon, et on va être excité, on va avoir du désir, on va vouloir aller voir grand-mère. Eh bien c'est exactement ce qui se passe ici. Donc d'un côté, ce chemin-là, ce chemin neuronal-là, sera actif au moment du stimulus que l'on a associé, ou des différents stimuli que nous avons associés. Mais au moment de la récompense, eh bien, nous n'avons plus d'activité. Ce qui se passe à la place, c'est le chemin dorsal. C'est le chemin qui a été habitué. C'est le chemin habituel. Le comportement, la récompense est maintenant une part de nous. Donc notre cerveau n'a plus besoin de nous récompenser, de nous faire nous sentir bien, parce que le comportement est une part de nous. Donc, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il ne va pas sécréter de dopamine, il ne va pas nous envoyer une sorte de dose de bonheur, entre guillemets. Il va juste te dire, lorsque tu as ce comportement-là, lorsqu'il a ce stimulus, il va te donner le boost là pour que tu aies l'énergie pour aller chercher cette récompense. Et tout cela a lieu grâce au striatum dorsal, qui est tout ce qui est habituel. Donc tu as développé le comportement qui est maintenant habituel. Et j'y reviendrai plus tard. Donc cela donne la motivation d'avoir ce comportement. Et il ne faut pas oublier que maintenant nous avons une nouvelle baseline. Notre niveau basal a changé. Nous avons un système d'habituation. Nous sommes maintenant habitués à cette récompense. C'est notre nouveau style de vie, c'est notre nouveau standard. C'est qui nous sommes devenus. Et cela veut dire que ici, c'est la même chose, c'est que lors du signal, on a de l'énergie, de la motivation, ce qui nous donne le désir de travailler pour avoir une plus petite augmentation pour la récompense. Mais cela veut dire que ce niveau basal, que si on s'attend à une récompense, donc ici, on a l'augmentation de dopamine, mais qu'on ne reçoit pas la récompense, eh bien, on aura une diminution de l'activité de nos neurones dopaminergiques, comme on le voit ici, si on ne reçoit pas la récompense. Et cela se produit parce que notre cerveau oublie. Notre cerveau veut oublier. Il veut supprimer ce chemin neuronal que tu as construit. Car il est mauvais. Le cerveau conclut, ce chemin est mauvais, il faut l'oublier. Bien sûr, il ne l'oubliera pas d'un seul coup, mais il va l'oublier lentement mais sûrement. Si à chaque fois que tu as ce stimulus, tu n'as plus la récompense associée, tu auras un sentiment de souffrance. Parce que le chemin neuronal se dégénère. C'est ce qui se passe dans le cerveau quand on veut quitter une addiction. Tous les stimulus environnants, si on commence à vouloir les désassocier de la drogue en question ou du comportement nocif, du comportement que l'on veut arrêter, eh bien, tout le problème, c'est qu'on va avoir un sentiment négatif très très fort. Et j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Pour revenir sur le phénomène d'habituation,
eh bien, il y a quelque chose d'important à comprendre qui est que chacune de nos actions va avoir des conséquences sur les actions précédentes. Donc, si on a une tendance à faire beaucoup de jeux vidéo ou à manger quelque chose d'extrêmement sucré, comme des bonbons, eh bien, lorsqu'on va aller dehors pour profiter du printemps, ou lorsqu'on va manger une pomme, on va ressentir très peu d'énergie positive, de sensations positives, parce que la quantité de sucre et de dopamine sécrétée en mangeant une pomme est bien inférieure avec celle euh, ressentie lorsque l'on mange des bonbons. Et tout ce système-là est impliqué dans l'addiction. Addiction, ça vient du latin addicere, qui veut dire to be enslaved by, qui est devenu esclave de. Et par exemple, et ça a un lien avec la dopamine, parce que par exemple avec la cocaïne, elle va bloquer les transporteurs de dopamine, et du coup la dopamine va rester plus longtemps dans le cerveau. Et ce qui fait qu'au début, on va avoir des pics de dopamine très très hauts avec la drogue, qui vont devenir de plus en plus bas, jusqu'à un moment à chuter et à créer une nouvelle baseline qui est encore plus basse, dans laquelle on n'a plus de dopamine. Donc ça va se baisser lentement mais sûrement. Donc d'un côté, on a une habituation, donc on a besoin de plus en plus de stimulation, mais d'un autre côté, eh bien, notre système dégénère lentement mais sûrement. Et tout cela, au moment de l'addiction, a lieu aussi grâce au dorsal pathway, au chemin dorsal du striatum, qui est associé, qui va te faire ressentir notamment des émotions négatives, et qui a un système de task bracketing, de parenthèse de tâches, qui fait qu'il va s'activer lorsque tu vas voir le stimulus conditionné, et il va se réactiver lorsque tu vas compléter la tâche. Et c'est exactement là que c'est très important de comprendre, c'est que il va rester actif tant que tu n'as pas complété la tâche. Donc par exemple, si tu es habitué à scroller sur ton téléphone sur Instagram, et d'un coup tu tombes sur une nana sexy, eh bien ton cerveau a peut-être conditionné cela au fait de regarder du porno. Et du coup, tant que tu n'auras pas complété cette boucle, compléter la boucle, eh bien ton cerveau aura en tête, il faut que je regarde du porno pour pouvoir assouvir mon désir. Et il y a énormément de choses comme cela. Et pour pouvoir réussir à briser cette boucle, eh bien c'est compliqué, mais il y a une chose que l'on peut faire qui est de rajouter une action dans cette boucle. Par exemple, tu vois cette vidéo sur Instagram et tu décides de faire 10 pompes. Ou tu décides de juste remarquer. Tu dis, waouh, je viens d'activer ce chemin-là. Je note sur un papier. C'est ce que je faisais lorsque je me rongeais les ongles. Dès que je commençais à mettre ma main là, je, j'en devenais conscient. Je devenais conscient de ce que je faisais. Et j'ai décidé de le noter. Et je notais le temps. Et des fois, toutes les 15 secondes, je le faisais. Et plus je faisais ça, et moins j'avais envie de me ronger les ongles. Parce que d'un côté, de un, tu deviens conscient que tu le fais toutes les 15 secondes et tu te dis, mais attends, mais je peux pas faire ça, c'est pas bon, c'est pas bien. Et de deux, tu casses la boucle, tu crées une nouvelle boucle qui te permet justement de supprimer ce comportement, car tu es maintenant conscient de ce comportement. Donc en gros, le système dopaminergique, c'est un fuel pour agir. Il va te donner des sentiments positifs, il va te donner du désir. Donc les désirs primitifs que nous avions, ce sont par exemple la faim, la soif, on a besoin d'un logement, d'une grotte par exemple, d'une maison, et de connexion sociale. Et le fait d'avoir ce besoin clair, donc dans ce cas-là, c'est d'aller chasser, d'aller cueillir, le fait d'avoir ce besoin clair, eh bien, tu auras une sécrétion de dopamine qui va te donner du désir et de la motivation, qui va notamment entraîner une sécrétion d'adrénaline, augmentation de ton rythme cardiaque, qui est de l'énergie pure. Et tout cela te donne l'énergie claire, justement, d'aller faire face à n'importe qui, à n'importe quoi. Donc si aujourd'hui, tu as du mal à te motiver, à avoir du désir, à faire quelque chose, eh bien, je te pose la question, c'est quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et quel est le besoin avec cette chose que tu as envie de faire? Quel besoin cette chose va-t-elle assouvir? Est-ce un réel besoin? Est-ce que tu as vraiment, est-ce que tu ressens de la flamme en toi lorsque tu imagines la chose que tu veux accomplir? Quelle est la nécessité? Car si ton cerveau ne comprend pas la nécessité de cette chose, il ne te donnera jamais l'énergie pour le faire, le désir de le faire. Car il veut conserver son énergie justement pour les choses, pour les vrais besoins. Donc prends le temps de penser à ton besoin
quel est ton, quelle chose as-tu besoin de faire? Quelle chose veux-tu faire? Quelle chose as-tu besoin d'accomplir? Et prends le temps de le rédiger, prends le temps de le rendre clair, et prends le temps de le revoir chaque semaine, voire chaque jour. Qu'est-ce que je veux accomplir? Et ce qui est encore mieux, c'est que avec nos systèmes dopaminergiques, c'est que qu'est-ce qui se passe si quelque chose prend du temps? Eh bien, si quelque chose prend du temps, notre dopamine va être sécrétée lentement. Donc, même si ça prend des semaines et des mois, eh bien, nous aurons une augmentation graduelle de notre système dopaminergique. Ce qui veut dire d'un côté que plus tu travailles sur des objectifs à long terme, eh bien, plus tu auras d'énergie, de désir de faire cet objectif si tu gardes ta vision et que ton objectif est clair. Cependant, ça veut aussi dire que si tu te récompenses, eh bien, tu auras une chute de niveau de dopamine. Parce que tu auras eu ta récompense, tu auras atteint ton objectif. Si tu te récompenses, ton cerveau comprend que tu as atteint ton objectif. Et ce qui se passe donc, c'est que il se dit c'est bon, je peux me reposer. Et donc, on a une chute de notre système dopaminergique. Et c'est souvent ce qu'on entend avec les gens qui ont une sorte de coup de blues après avoir accompli quelque chose, après avoir terminé leurs études ou avoir publié un article scientifique par exemple, parce que justement, le système il s'est mis au repos et du coup notre corps il se dit juste bah c'est bon, j'ai fini mon action. Alors qu'en fait tu étais juste à mi-chemin parce que tu t'es récompensé à mi-chemin, tu t'es récompensé pour une petite action. Donc avant de te récompenser, prends le temps de te poser et dis-toi est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me récompense pour cette action? Est-ce que je veux vraiment me récompenser pour ce que je viens de faire? Et peut-être que la réponse est oui. Et je ne t'incite pas à ne jamais te récompenser car c'est dommage. Mais pense-y, demande-toi, prends le temps de te poser, te dire est-ce que ça vaut vraiment le coup pour ce que je viens de faire là? Ou est-ce que je peux garder justement mon énergie pour faire quelque chose d'autre? Car si tu te récompenses tout le temps pour chaque micro-action, tu n'auras plus l'énergie ni le désir nécessaire pour faire les actions suivantes, les actions à venir. Et c'est justement ça qui est important, qui c'est de garder ton énergie, car comme on l'a vu, la dopamine est un fuel et on en a une réserve limitée pour chaque jour. Il faut donc peser le pour chaque action. Et c'est aussi quelque chose qui est important à voir, c'est de comprendre que les récompenses externes ne sont pas ce qu'il y a de mieux si tu veux garder une motivation intrinsèque sur le long terme. Il y avait une expérience où ils ont pris des enfants, il y avait trois groupes. Un groupe, on leur a dit, on va vous récompenser. Dans ce cas-là, c'était un certificat avec un ruban doré, etc. Un très beau certificat. Un autre, on leur a rien dit. Et un autre, ils ont eu une récompense. Mais surprise, on ne leur avait pas prévenu. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gens qui s'attendaient à avoir une récompense, ben, ils ont moins dessiné. Alors que ces enfants, à la base, étaient intéressés au dessin. Ils ont donc réduit le nombre de dessins qu'ils faisaient par rapport à avant. Alors que les autres qui n'avaient pas de récompense, eh ben, ils ont juste continué à dessiner parce qu'ils aimaient ça. Les personnes qui attendaient une récompense ont moins dessiné parce que justement, elles ont commencé à associer la dopamine avec la récompense et non associer la dopamine avec l'action. Ce qu'il faut, c'est apprendre à aimer l'action, à aimer le processus et non à aimer la récompense que l'on reçoit du processus. Et une expérience similaire a été faite avec des personnes qui fumaient. Au début, on les récompensait pendant les 3 premiers mois. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ils s'étaient bien pendant les 3 premiers mois, ils y arrivaient bien. Mais cependant, sur le long terme, eh bien, ils rechutent bien plus souvent que ceux qui n'avaient pas de récompense externe. Donc, une récompense externe, comme par exemple manger un bonbon après avoir fait X action ou quoi que ce soit, ou regarder son téléphone, encore pire, regarder son téléphone juste après avoir, par exemple, si tu fais pas souvent de sport, après avoir fait du sport ou quelque chose comme ça, eh bien, c'est encore pire parce que tu as fait une action difficile qui était difficile pour toi, et tout de suite, tu enseignes à ton cerveau qu'en fait, la récompense de cette action, que ce qui est bien, cette action, c'est le fait de regarder ton téléphone, ou d'aller scroller sur Instagram, ou de manger du chocolat, ou peu importe ce que tu as fait, que tu considères d'être mauvais. Ça dépend de toi, de ce que tu considères d'être bien et d'être moins bien. Mais t'imagines si directement tu associes ça à la bonne action que tu viens de faire? C'est pas ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire à la place, justement, c'est associer l'action que tu viens de faire avec ton système dopaminergique. Et pour faire cela, eh bien, il faut se donner des récompenses cognitives qui vont permettre de renforcer ce comportement. Pour faire cela, c'est très très simple. Tu te poses, tu te fais une petite tape à l'épaule et tu te dis ce que je viens de faire était bon. C'est aussi simple que ça. Tu prends vraiment le temps de te poser, d'avoir de la gratitude envers ce que tu viens de faire. Tu te dis c'est très bien ce que je viens de faire. Je viens de faire quelque chose de bon. C'est exactement ce que fait Dieu dans la Genèse. À chaque fois qu'il crée une nouvelle étape du monde, il se pose, il contemple ce qu'il a fait, il approuve et il se dit c'est bien. Et nous sommes invités à faire la même chose. Pose-toi,
regarde ce que tu as fait de ta journée, regarde ce qui était bon et dis-toi, c'était bon. Et essaie chaque jour de faire seulement ce qui est bon. Et c'est là que tu te sentiras le mieux. C'est là que tu te sentiras le plus vivant. Parce que tu feras ce qui est bon. Et tu te sentiras bien si tu fais cela. C'est pas toujours facile. Il y a des moments où on va dévier du bon chemin. Et l'important, c'est d'être capable de s'en rendre compte, se dire peccatum, c'est péché, commettre un péché, ça veut dire dévier, manquer la cible. Ça veut dire ne pas s'être comporté pour que chacune de nos actions soit bonne. Et c'est ok, personne n'est parfait. Mais l'idée, c'est d'être capable d'être assez conscient pour s'en rendre compte et d'ajuster son comportement. Donc la dopamine n'est pas seulement le plaisir, la récompense de la récompense, mais en fait c'est la poursuite de la récompense qui a une chance de se produire. Donc sois conscient de chacune de tes actions, car elles vont consommer ta dopamine, donc choisis sagement. Choisis sagement ce que tu veux faire, chaque action que tu veux faire, et fais des actions que tu considères comme étant bonnes. Voici quelques exemples de choses qui vont permettre une sécrétion de dopamine sur le court ou le long terme. Comme on l'a vu, la nicotine entraîne un petit pic qui va rechuter directement après. Et du coup, 20 minutes plus tard, tu vas avoir un désir de nicotine, encore et encore. Le chocolat, c'est exactement la même chose. Tu as un petit pic, puis une chute. Et c'est pour ça que tu as une petite souffrance après avoir mangé ton chocolat. Quelque chose qui te permet d'avoir une augmentation long terme de ta dopamine et de ton système d'activité, on va dire, d'énergie, eh bien, c'est une douche froide. On l'entend souvent dans le développement personnel, mais c'est bien une douche froide le matin, pas le soir, parce que tu n'as pas envie d'avoir de l'adrénaline ni de dopamine élevée le soir, parce que tu as envie de pouvoir dormir paisiblement. Mais une bonne douche bien froide, froide, ça veut dire qu'elle est inconfortable pour toi. Eh bien, tu peux jusqu'à avoir doubler, voire augmenter de 250% tes niveaux de dopamine jusqu'à 3 heures après. Ça restait à peu près au même niveau et après il y a une chute graduelle. Du coup, toute la journée, tu peux justement avoir un sentiment de bien-être et être capable de faire chaque chose bien plus facilement juste en prenant une douche froide. Je t'invite à essayer, à toi de voir si c'est ce que tu veux faire. Personnellement, j'ai tendance à me doucher le soir. Et le soir, on veut éviter les douches froides. Le sport, si tu as enseigné à ton cerveau que tu aimes ce que tu fais, tu auras une plus grande augmentation de dopamine. Donc apprends à aimer ce que tu fais. Répète-toi, j'aime ce que je fais, ou je veux devenir, ou tu peux te dire, je veux devenir une personne qui aime ce que je fais. Et c'est là toute la différence, c'est que si tu enseignes à ton corps à aimer ce que tu veux faire, si tu fais jamais de sport et que tu as envie d'apprendre à aimer le sport, dis-toi, je veux devenir une personne qui aime faire le sport. Et donc tu décides d'y aller et tu incarnes le rôle de cette personne qui aime faire le sport. Et si tu arrives à incarner ce rôle, eh bien tu pourras faire du sport et faire ces choses-là justement que tu voudrais faire. Euh, une poursuite romantique ou sensuelle, eh bien cela peut aussi justement augmenter une augmentation de la dopamine, voir quelqu'un d'attirant. Mais j'aimerais prendre ton attention sur quelque chose d'autre qui est à se concentrer son attention sur quelque chose. An eye on the price, un œil sur le prix, un œil sur la récompense. Il y a deux types de vision. Il y a plusieurs types, mais j'aimerais se concentrer sur deux types de vision. La première, c'est une vision recentrée. On se concentre, on recentre notre vision sur la ligne d'arrivée. On se concentre énormément et on ignore tout ce qui est autour. Et l'autre, c'est une vision classique dans laquelle on ne se concentre pas spécialement sur la ligne d'arrivée, mais on regarde en général. Eh bien, une recherche a demandé à des participants de faire cela et ils ont mis des poids de 15% de leur poids aux chevilles. Ils leur ont demandé de marcher justement pendant 6 mètres et ils ont essayé de voir justement qu'est-ce qui fonctionnait le mieux. Eh bien, ce qui se passait, c'est que les personnes avaient l'impression que la distance était plus courte, donc elles voyaient justement la ligne d'arrivée plus proche, 30% plus proche, et en moyenne, ils avaient environ 20, on va dire, avoir tendance à avoir terminé l'action 17%, 20% plus rapidement, et l'effort ressenti était aussi au moins 20% plus faible. Donc ils ont fini la tâche 20% plus rapidement, et l'effort ressenti était 20% plus faible. Juste en ayant une vision recentrée sur la tâche. Donc la personne qui avait une vision recentrée sur la ligne d'arrivée, eh bien, il percevait la chose comme étant plus proche, 20% plus rapidement et 20% d'efforts ressentis en moins.
que les personnes qui avaient une vision classique. De plus, dans la semaine qui suivait, elles avaient tendance à marcher plus par jour et à marcher plus longtemps et plus de kilomètres par jour. Donc juste avoir fait cet exercice sur une après-midi a aidé sur le long terme, enfin au moins le moyen terme, à augmenter son activité sportive. Et c'est ce que font les sportifs de haut niveau, c'est aussi ce que l'on fait lorsque l'on court, lorsqu'on arrive près de la ligne d'arrivée. Eh bien, ceux qui ont tendance à accélérer et qui courent le plus souvent, c'est ceux qui vont avoir tendance à réduire leur champ de vision parce qu'ils se concentrent sur la ligne d'arrivée et du coup, instinctivement, si on a l'impression d'être plus proche de la ligne d'arrivée, notre corps va vouloir accélérer car il veut arriver à la ligne d'arrivée. C'est comme par exemple si tu as déjà eu, je ne sais pas si tu as déjà eu cela, mais le fait de, comment dire, de faire quelque chose et de se dire, oh, je suis tellement proche de l'avoir fini et d'avoir travaillé pendant 3 heures d'affilée sans aucune distraction. Juste avoir dans un grand flow en se disant il faut que je fasse ci, et tu rédiges chaque partie où tu as fait une tâche, tu es vraiment concentré, tu n'es pas distrait, tu ne regardes pas ton téléphone, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui se passe lorsque tu as l'impression d'arriver à la ligne d'arrivée. Et c'est quelque chose que tu peux travailler en recentrant ta vision le plus souvent possible. Donc ça, c'est an eye on the prize. Mais il y a aussi quelque chose d'autre que l'on peut faire, c'est an eye on the fear. Donc dans donc ce même groupe de recherche, eh bien, ils ont pris des personnes et leur ont demandé de, de développer une stratégie de distance, d'augmenter la distance. Et en gros, des tentations, des choses qu'ils voulaient éviter. Ces personnes voulaient avoir une meilleure diète, voulaient bien manger. Et on leur a dit juste de s'imaginer, tu dois t'imaginer physiquement et mentalement, tu vas te distancer physiquement et mentalement de toute les nourriture que tu considères comme étant unhealthy, comme étant mauvaise pour ta santé. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les personnes qui étaient des successful self-regulators, des personnes qui étaient capables de se réguler, de réguler leurs habitudes de nutrition alimentaire, eh bien ce sont les personnes, lorsqu'on leur montrait, en gros ce qui s'est passé dans cette expérience, c'est qu'ils ont pris des personnes et leur ont montré sur une table des noix, des nuts, et ils leur ont dit, celles-là elles sont bonnes pour ta santé, celles-là elles sont mauvaises pour ta santé. Et ils leur ont demandé de juger la distance perçue. Et celles qui étaient perçues comme étant unhealthy, comme étant mauvaises pour la santé, elles étaient perçues comme 2 fois plus loin que celles qui étaient perçues comme étant en bonne santé. Donc les personnes qui ont réussi à se réguler, à tenir leur diète, et là ce sont les personnes qui ont réussi à percevoir les mauvaises noix comme étant plus loin que ces personnes-là qui n'ont pas réussi, où la distance reste la même, voire est encore plus proche. Parce que si on a l'impression que quelque chose est très proche de nous, eh bien on risque de rechuter. Et c'est pour ça qu'on invite les personnes à ne pas avoir d'alcool chez elles, par exemple, si elles ont tendance à boire de l'alcool. Parce que si on a de l'alcool, eh bien la distance physique est très proche. Et du coup, la distance mentale sera aussi très proche. Il est donc très facile de chuter et de boire de l'alcool. Alors que si tu n'as pas l'alcool, eh bien, ça rajoute une distance physique qui rajoute aussi une distance mentale du coup. Et donc, boire l'alcool sera plus difficile. Et du coup, si tu arrives à te conditionner en te disant, en ayant peur de ces choses mauvaises, en te disant chaque jour, je dois m'éloigner de cela. Par exemple, si tu veux faire ton sport et que tu veux te motiver à faire ton sport, eh bien, tu t'imagines justement très loin de la personne que tu pourrais devenir si tu ne fais pas ton sport. Et ça peut te donner justement le désir d'aller faire ton sport. Et ces personnes-là, justement, qui arrivent à bien se réguler, eh bien, elles avaient tendance à avoir des choix de nourriture plus sains. Elles percevaient la nourriture mauvaise comme étant plus loin et elles trouvaient les tentations plus faciles à éviter, moins tentantes, moins désirables. Et c'est incroyable parce que tout ce qu'elles ont fait, c'est augmenter la distance perçue. Tu peux faire ça chaque jour dans ton quotidien. Tu peux constamment essayer d'imaginer les choses que tu veux éviter et augmenter la distance perçue, augmenter la friction. Et le fait de faire cela, ça peut aider énormément. Et au bout d'un moment, tu vas quitter cette identité, tu ne t'identifieras plus justement avec cette personne, avec ces choses-là. C'est ça qui est incroyable, je trouve. Et tout cela a lieu grâce à notre amygdale. L'activation de notre amygdale qui va augmenter notre vigilance et notre probabilité à agir. En gros, on s'imagine le moins des choses qu'on veut éviter et notre corps, à force de l'imaginer, eh bien, il va commencer justement à s'éloigner de ces choses-là et à se mettre en action pour justement s'éloigner de ces choses-là. C'est le rôle de l'amygdale, elle nous aide à nous éloigner de ce que nous ne voulons pas. Un besoin clair peut être de ne pas chuter, de ne pas
développer ces mauvaises habitudes. Et cela nous amène à notre rat. Mais avant cela, j'aimerais par exemple te dire que qu'est-ce qui le motivait le plus, c'était de s'imaginer justement un œil sur la récompense, sur l'idéal atteint, ou c'était d'éviter cet enfer, d'éviter ce chat. Eh bien, avant, j'aimerais te raconter juste rapidement, te parler de personnes, comment est-ce qu'on peut maintenir les habitudes. C'est quelque chose que je n'ai pas encore mis dans cette présentation, mais j'aimerais le mentionner rapidement, qui est que des personnes qui ont un enfer très très fort, par exemple, qui souffrent de schizophrénie, donc quand elles ont les hallucinations et qu'elles arrivent à en être conscientes, ou quand elles ont des troubles bipolaires, pour les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, ou les personnes de dépression qui souffrent de dépression, etc. Eh bien, ça c'est un enfer très clair. Il y a certaines personnes qui ont réussi à sortir de cela en développant une diète keto, une diète cétogène. Donc, en très simple, c'est une diète dans laquelle on réduit les carbohydrates. Eh bien, ces personnes-là, elles arrivaient à maintenir cette diète très facilement, ou au moins beaucoup plus facilement que les personnes qui voulaient développer cette diète simplement pour aller mieux, pour perdre du poids. Parce qu'elles avaient un enfer tellement clair, elles savaient tellement de manière claire qu'elles ne voulaient pas justement chuter, qu'elles se donnaient le désir et l'envie justement de se dire non mais je vais maintenir cette diète. Parce qu'elles savaient que dès qu'elles ne la maintiendraient pas, eh bien elles rechuteraient dans leurs conditions de maladie, on va dire. Eh bien c'est ça avoir un enfer clair. C'est se dire, c'est s'imaginer avant d'aller à ta salle de sport lorsque tu n'as pas envie, c'est s'imaginer qui tu deviens si tu arrêtes de faire ton sport pendant 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, la personne que tu deviens. Et tu imagines ça clairement, tu dis, on va aller faire son sport. Et ça, c'est ce que je fais lorsque j'ai parfois pas l'envie, pas le désir de le faire. Eh bien, je me dis ça clairement, je mets ma tenue de sport et j'y vais. Je vais faire mon match d'escrime, je vais faire mon entraînement d'escrime, je vais courir, je vais à la salle, peu importe ce que je veux faire. J'essaye de me motiver, j'imagine la personne que je ne veux pas devenir. Et c'est tellement facile de se dire, j'ai pas le temps de faire mon sport, alors qu'en fait c'est tellement important. Et donc, et notre corps il marche mieux justement à ce que l'on veut éviter. Parce qu'on ne veut pas être en enfer, on ne veut pas justement se faire manger par un chat. Mais on peut survivre sans avoir ce fromage. Mais cependant, ce qui marche le mieux pour le rat, pour revenir au rat, c'est d'avoir les deux. Dans lequel le rat poussait le plus, c'est d'avoir une légère odeur du prédateur, du chat, et le fromage. Parce que le rat, du coup, tirait le plus. Donc, je t'invite à te poser cette question. Quel est ton fromage et quel est ton chat? Que veux-tu éviter et que veux-tu avoir? La sérotonine. Maintenant que nous avons vu la dopamine qui permet d'aller au-delà de soi, il est important de parler de la sérotonine qui permet de se recentrer sur soi. Eh bien, la sérotonine, ça a tendance à avoir un rôle avec nos, comme je te le disais plus tôt, nos émotions négatives, positives. Ça peut nous rendre impulsifs, compulsifs. Ça nous permet de nous sentir bien ou non dans notre environnement. Et ça nous permet de mesurer notre statut par rapport à notre environnement. Mais voyons tout cela plus en détail. La sérotonine, c'est un système sécrété majoritairement dans l'intestin, dans l'estomac. Et en gros, ça permet les contractions pour pouvoir justement digérer, etc. Mais c'est aussi sécrété dans les raphénucléus qui se situent ici. Et en gros, la sérotonine va nous aider à nous sentir satisfaits avec nous-mêmes ou elle va nous rendre impulsifs justement pour qu'on aille saisir notre environnement. Donc en gros, la sérotonine va mesurer notre environnement environnant et va nous dire comment nous devons nous comporter dans cet environnement pour que nous puissions survivre. Si l'environnement est dangereux et qu'on remarque que nous sommes assez faibles, on va avoir tendance à avoir peu de sérotonine. Alors que si on est dominant dans l'environnement, on va avoir tendance à avoir beaucoup de sérotonine parce que l'environnement est plus safe. Et on va essayer de voir un peu en détail comment ça fonctionne, le rôle avec la neuroplasticité, avec le statut, etc. Et pour cela, je pense qu'il faut retourner aux homards, les lobsters. Qu'est-ce que ces animaux ont à nous apprendre? Eh bien, ces animaux ont aussi un système sérotoninergique, les loups aussi, et on s'est séparé justement des homards il y a 350 millions d'années environ, et pourtant ils ont encore un comportement très similaire à nous d'une certaine façon. Que se passe-t-il lorsque deux homards se rencontrent? Eh bien,
comme on peut le voir dans cette image, dans un premier temps, ils vont se jauger. Ils vont donc faire de grandes pinces et essayer de montrer qui est le plus grand, qui est le plus dominant, qui est le plus fort. Et si aucun des deux ne décide de s'arrêter, eh bien ils vont se rapprocher un peu plus. Ils vont faire un petit match de lutte. Ils vont lutter un peu, essayer de se renverser, etc. Ils vont aussi se cracher dessus pour envoyer des hormones, des transmetteurs, etc. Pour essayer de jauger la capacité, la force de l'autre. Et s'ils continuent et qu'aucun d'eux n'abandonne, eh bien, ils vont commencer à aller au pince, à vraiment pincer et à se déchirer. Mais ils veulent éviter cela. Et généralement, pendant ce chemin, eh bien, il va y avoir un moment où le plus petit lobster, le plus petit homard, va comprendre et va décider d'abandonner. Et à partir de ce moment-là, on aura un homard dominant, un homard qui a gagné, qui aura une augmentation de ses niveaux de sérotonine, et des homards perdants qui auront une diminution de leur niveau de sérotonine. On aura les dominants et les subordonnés. Et ce qui est très intéressant, c'est que le plus si un homard gagne, il aura encore plus de probabilité de gagner. Donc plus tu gagnes, plus tu as de chances de gagner. Si tu as, tu auras encore plus et tu seras en abondance. Mais le homard qui a perdu, qui n'avait rien, eh bien, il aura encore plus de chances. De un, il voudra éviter les combats dans le futur. Et de deux, il aura encore plus de chances de perdre les combats suivants. Donc plus tu gagnes, et plus tu perds, plus tu risques de perdre. Et j'aimerais te parler d'une petite expérience où, entre autres, ils ont juste mis des homards qui ont été naïfs d'autres homards, donc ils n'avaient jamais rencontré d'autres homards pour voir comment ils se comportaient. Mais c'est un comportement instinctif. De manière instinctive, au début, il va y avoir des combats assez légers. Après 1 heure, si on les remet ensemble, il y aura encore des combats, mais encore moins. Mais si on les sépare, par exemple 4 jours, 1 jour, eh bien on se rend compte que le nombre de combats aura diminué. Donc les homards se souviennent de qui était le dominant, qui était le subordonné. Ils se souviennent et ils décident d'éviter les combats avec les homards qui les avaient vaincus. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que si on injecte de la sérotonine dans un homard qui avait perdu un combat, eh bien, il aura moins de chances de... En gros, ça va lui redonner de l'énergie. Il va vouloir réengager le combat avec des homards plus dominants. Donc ici, il y a une solution sérotonine qui était injectée, donc rien ne se passe. On se rend compte ici qu'il y a une augmentation de l'intensité et de la durée des combats quand on leur injecte de la sérotonine. Et ça rebaisse dès qu'on enlève la sérotonine. Donc la sérotonine aide le homard justement à vouloir se maintenir dans cette pyramide hiérarchique, à vouloir maintenir son statut. C'est exactement ce qui se passe grâce à ça, grâce à la sérotonine. Elle va t'aider à vouloir prendre ton statut. Mais note que ce n'est pas, elle n'a pas rendu les homards, disons, les homards ne sont pas fait, n'ont pas continué de combattre jusqu'à se faire détruire. Ils ont tout de même abandonné les combats. Ils ont juste fait durer les combats plus longtemps avec plus d'intensité, mais ils ont, en la plupart des cas, ou même dans tous les cas, ils ont pas, l'étude n'a pas mentionné d'autres cas. Eh bien, les homards justement arrêtaient les combats avant d'engager dans un vrai combat dangereux qui aurait pu coûter leur vie. Ils gardaient tout de même leur instinct de survie, on va dire. C'est juste qu'ils se plaçaient plus haut dans la hiérarchie. Donc j'aimerais te parler un peu des singes qui ont à peu près le même système. Il y aura en général un singe alpha dans un groupe qui mène le groupe et d'autres singes. Et il y a une expérience qui a été faite qui est qu'ils ont pris un singe alpha du groupe et ils l'ont retiré du groupe. Et ensuite, ils ont commencé à injecter du Prozac, un antidépresseur, un SSRI qui en gros bloque les transporteurs de la sérotonine et du coup le niveau de sérotonine augmente dans le cerveau. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que au début rien de spécial ne se passait, mais au bout d'un moment, le comportement du singe dans lequel ils ont injecté justement les antidépresseurs, le singe commençait à être plus dominant. Et ils se sont rendus compte que, eh bien, au bout d'un moment, avec son comportement, les femelles singes ont commencé à remarquer ce singe. Donc, personne n'est remarqué, d'un coup les femelles ont commencé à le remarquer, et d'un coup tout le monde remarquait ce singe. Et il est devenu le nouvel alpha, il est devenu le nouveau chef de groupe, parce qu'il a commencé à être remarqué grâce à un comportement, juste en lui injectant plus de sérotonine. Donc le subordonné, tu lui injectes du Prozac qui lui a permis d'augmenter ses niveaux de sérotonine, il devient dominant, il devient le nouveau chef de troupe. Mais je t'invite à vraiment prendre le temps de te poser car c'est une confusion que beaucoup de personnes font qui est de confondre le pouvoir
et un leader. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que tu es dominant que tu es violent. La violence n'est pas la même chose que la dominance. Les personnes qui ont tendance à être violentes, ce sont les personnes qui ont tendance à être basses dans la hiérarchie. Ce sont les personnes qui ont peu de sérotonine, car justement leur environnement est dangereux et elles veulent saisir chaque opportunité qu'elles ont. Alors que quelqu'un de dominant, il aura tendance à moins se battre. Un leader de groupe, un chef de groupe qui est haut dans la hiérarchie, eh bien c'est quelqu'un chez les singes qui est généreux, réciproque, qui crée des coalitions avec ses singes compatriotes de plus bas statut. Il prend soin des enfants et des femelles du groupe. C'est ça un singe qui reste haut dans la hiérarchie. C'est pas un singe qui se bat et qui éclate les autres. Donc le singe dominant n'est pas un singe qui se bat, car un singe dominant qui gagne, qui gagne son pouvoir, qui gagne justement le pouvoir juste parce qu'il est plus fort, il se fera détruire très rapidement par deux ou trois autres singes qui ont peut-être les trois quarts de sa force. Ils ont juste à faire équipe et ils pourront le détruire. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre cela. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un jeu de leadership. C'est un jeu justement dans lequel il faut justement apprendre à être réciproque et à donner et à faire cela avec amour. Toujours être dans la générosité. Et c'est ça qui fonctionne si on veut justement mener un groupe. C'est être généreux, donner le maximum et non essayer d'imposer ses règles. Et ce n'est pas la même chose. Par rapport à la sérotonine, j'aimerais te parler rapidement que l'environnement est très important. La sérotonine, ce qui se passe, c'est que ça, c'est une théorie qui est de plus en plus développée, mais on ne sait pas encore trop exactement si c'est vrai, exact ou pas. Mais entre autres, selon ton statut social, comme je te disais, tu peux avoir haut ou bas en sérotonine. Et en fait, si tu as des niveaux bas de sérotonine, eh bien, ta plasticité cérébrale sera basse. Ton cerveau se bloque et c'est un système de défense, justement, pour te protéger de ton environnement, etc. Car tu ne pourras pas être touché. Tu seras protégé de ton environnement. Et c'est ça qui te permet justement d'être impulsif et de prendre des choses, etc. Alors que si tu es bien, tu as beaucoup de sérotonine, et bien ta neuroplasticité est ouverte. Ton cerveau, il regarde son environnement, il est prêt justement. Il ne perçoit rien comme étant dangereux. Il y a juste une sorte d'état de flow. Et c'est exactement ce que font la psilocybine ou la fluoxétine par exemple. C'est qu'elles vont augmenter nos niveaux de sérotonine en activant nos récepteurs à la sérotonine. Et c'est ça qui va justement nous donner un état de plasticité neuronale qui nous permet de nous restructurer. Et c'est ça qui change chez les gens lorsqu'ils ont des trips avec la psilocybine. C'est que ça va réduire leurs barrières et ça va permettre justement d'aller encore mieux, comme ça peut permettre d'aller encore pire. C'est ça qui est difficile, qui est compliqué, qui est que la sérotonine et les antidépresseurs, selon ton environnement, ils vont avoir un effet plus ou moins positif. Donc, par exemple, je ne vais pas aller en détail ici, mais si on, si on t'a stressé et que tu es dans un bon environnement, eh bien là, c'est le même test que tout à l'heure avec du sucrose. Si tu es stressé, tu as tendance à moins aimer avoir du sucrose. Mais si on te donne la fluoxétine, qui est un antidépresseur, dans un bon environnement pour toi, eh bien tu vas avoir tendance, avec le temps, à aller mieux, à récupérer, à reprendre du plaisir, à boire du sucrose, entre autres. Alors que si on te met dans un environnement stressant, eh bien tu vas te rendre compte ici que eh bien, malgré le fait qu'on t'ait donné de la fluoxétine, eh bien, tu restes stressé. Tu n'iras pas mieux. Et c'est pour cela que c'est très important lorsque quelqu'un souffre de dépression, de troubles alcooliques ou peu importe le trouble, c'est très important de considérer l'environnement de la personne. Donc si tu as quelque chose, un comportement que tu veux éviter, quelque chose que tu veux faire, eh bien considère ton environnement. Est-ce que tu es dans l'environnement le plus adéquat? Est-ce que tu peux changer quelque chose dans ton environnement? Car si tu restes dans un mauvais environnement, peu importe ce que tu fais, les choses ne auront beaucoup plus de mal à s'améliorer que si tu étais dans un bon environnement. Et cela est vrai même ici au niveau du nombre de cellules développées dans l'hippocampe. Donc ici c'est à peu près la même étude, c'est qu'en gros la fluoxétine elle a réduit l'agression et l'anxiété chez les souris dans un environnement stressant. On a pris des souris aussi
et ça qui est très intéressant, qui vient soutenir ce dont je parlais plus tôt, qui est que si tu prends des souris et tu leur enlèves la sérotonine, elles vont, avoir tendance à avoir un comportement plus risqué, car elles vont passer moins de temps ici, dans le bras ouvert. Beaucoup plus de temps dans le bras ouvert. Ici, elles vont aussi être plus anxieuses. Elles vont aussi être plus agressives. Les souris sans sérotonine sont plus agressives. Comme je te le disais précédemment, ce n'est pas l'agressivité provient justement non pas de l'agressivité provient du fait d'avoir peu de sérotonine et non du fait d'avoir beaucoup de sérotonine. Car si tu n'as pas de sérotonine, les rats sont beaucoup plus agressifs. Les rats qui ont pas de transporteur à la sérotonine, ils vont aussi avoir beaucoup plus de tendance à développer des addictions. Donc, ils vont avoir des comportements addictifs bien plus forts. Une autre chose que la sérotonine fait, c'est qu'elle contrôle notre posture. Donc en gros, ici, si on injecte de la sérotonine à ces araignées de mer, la posture va changer. Et plus on en injecte, et bien plus elles vont avoir une posture dominante et forte. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, ce qui est que... Et chez l'humain, c'est la même chose. Selon la posture des personnes, eh bien, on va les juger plus ou moins attirantes. Plus la personne a une posture erectness, une posture droite et forte et dominante, plus ces personnes vont être perçues comme étant athlétiques et attirantes. Donc si tu veux juste paraître plus attirant et athlétique, tu as juste à te tenir droit et à mettre les épaules en arrière. On a aussi mesuré la posture des personnes avant et après avoir reçu une note d'examen. Et ce qui est intéressant, c'est que si les personnes avaient obtenu une bonne note, elles vont avoir tendance à avoir une plus grande posture, à se sentir dominant, en se disant j'ai réussi ce que je voulais faire. Alors que si elles ont une mauvaise note, elles vont avoir tendance à réduire leur posture. Un peu comme un sentiment de défaite, une chute des niveaux de dopamine, de sérotonine. Euh, si, et c'est tellement simple justement de booster son système à la sérotonine, tu as juste à, ici dans l'étude, ils ont demandé à des personnes de juste se regarder dans un miroir et se dire ok ici, et ils ont fait un test. Et ils devaient se regarder dans un miroir ou juste sourire. Ou sourire en se regardant dans un miroir, ou faire un visage triste, un visage négatif, ou en se regardant dans un miroir. Et c'est incroyable, juste en faisant cela, leur humeur ont changé. S'ils avaient une expression négative, ils vont tendance à se sentir beaucoup moins bien. Ils vont se sentir mieux s'ils avaient un visage positif. Seulement, tu vois, ça monte de 0 à 1, alors que là, ça va justement jusqu'à -3. Donc évite le visage négatif, souris, et un visage aussi positif que tu le peux. Et cela va vraiment influencer ton humeur, la façon dont tu te sens, dont tu te comportes. Et une autre étude, juste en changeant la posture de la personne au travail, mais la personne qui avait une posture justement plus droite avait une humeur générale plus positive et une capacité de processing speed pour gérer les informations bien plus rapide. Donc en conclusion par rapport pour la sérotonine, eh bien si tu as beaucoup de sérotonine, tu as ta neuroplasticité qui est ouverte, tu auras une posture plus grande, tu te sentiras dominant, tu te sentiras en paix, car tu as beaucoup de ressources environnementales, tu pourras te reproduire avec qui tu veux, en tout cas dans le règne animal, tu auras beaucoup de soutien social avec toi, parce que les personnes sont proches de toi, parce que justement tu es présent, tu as un rôle à jouer, justement dans ces cas-là. Et du coup, tu te sentiras plus secure, plus safe, plus stable, tu auras de la confiance, tu seras plus calme. Alors que si tu es plus bas dans la hiérarchie, tu auras moins de sérotonine et de 1, il sera plus dur, ce sera dur, difficile de grimper dans la hiérarchie, mais tu auras aussi des tendances à être plus impulsif. Pourquoi? Parce que l'environnement est dangereux. Donc ton corps est en stress constant. Ton corps est toujours en stress. Et du coup, tu es prêt à sauter sur n'importe quelle opportunité au court terme, car tu as une grosse réponse environnementale. Et c'est de ça dont je te parlais plus tôt, c'est que lorsque tu as moins de sérotonine, tu as tendance à réagir à ton environnement parce qu'il est potentiellement plus dangereux. Et du coup, tu auras une posture mauvaise. Mais ça qui est très intéressant, c'est que ça marche dans les deux côtés.
Si tu as une bonne si tu te sens bien, tu auras une bonne posture. Mais si tu as une bonne posture, tu peux aussi te sentir bien. Donc si tu as une chose à retenir de cette présentation, c'est tiens-toi droit, les épaules en arrière. Mais du coup, comment ces systèmes fonctionnent ensemble? Eh bien, car ça peut être compliqué, c'est très difficile. Mais il faut justement se tenir droit, les épaules en arrière, c'est incarner et prendre le rôle de son système sérotoninergique et dopaminergique ensemble, ou avec un partenaire ou plusieurs partenaires selon ce que l'on veut faire de nos vies. Mais système sérotoninergique, donc c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, la stabilité, les règles. C'est justement, c'est dire la vérité, c'est aller au-delà de ses désirs, c'est qu'est-ce que je veux et oser dire ce que l'on veut, ne pas accepter ce que l'on ne veut pas, dire lorsqu'on a un problème, c'est oser être dangereux s'il y a besoin de l'être, c'est décider de construire une arche pour protéger son monde, protéger les autres de l'inondation qui risque d'arriver. C'est guider les personnes pour sortir du désert après avoir échappé d'une tyrannie. C'est ça le système sérotoninergique. C'est prendre soin du territoire connu, c'est entretenir le poteau blanc pour qu'il reste blanc. Et sans ce système, les choses que tu conquiers vont dégénérer. Tu as besoin de prendre soin de ce dont tu as conquéri. Mais tu as aussi besoin de ton système dopaminergique qui, justement, transforme le chaos en ordre. Il te fait sortir de ton confort, il te permet de t'étendre et d'aller vers l'inconnu. Il te fait aller vers une aventure, poursuivre ta destinée. Il te fait accepter les responsabilités de la vie, les yeux ouverts. Tu ouvres les yeux, tu décides de faire face, de faire les sacrifices nécessaires, de porter ta croix, de suivre justement le Christ dans cette époque, dans cette montée de croix, dans ce chemin de croix, de accomplir ta destinée, de suivre le voyage de ta vie, d'accepter volontairement justement les dangers, le voyage. Et d'un terme religieux, ce serait agir pas faire plaisir, mais pour rendre Dieu fier, peut-être. Je ne suis pas sûr comment traduire cela. Mais entre autres, ce serait décider d'agir pour étendre son territoire. Et c'est très important d'avoir un bon équilibre entre les deux. Mais c'est difficile d'avoir un équilibre entre les deux. Mais une fois que tu arrives à avoir cela, tu seras dans un positive loop. Tu seras dans une boucle positive. Car tu seras perçu plus compétent par les autres. Comportes, juste agir et faire des choses deviendra plus facile. Te sentiras mieux. Et quand des bonnes choses arrivent et plus de bonnes choses risquent d'arriver. C'est difficile d'avoir à deux, d'avoir ces deux systèmes bien intégrés en soi. Et généralement, les gens ils vont avoir tendance à en avoir un plus développé que les autres. Le système dopaminergique est très associé avec la testostérone et sérotonine avec les oestrogènes, par exemple. Et souvent, les personnes arrivent à trouver un équilibre, que ce soit des couples, par exemple les couples hétérosexuels, souvent tu trouves un équilibre entre l'homme et la femme et qui justement chacun du groupe va réussir enfin du, du couple va intégrer un rôle et après tu peux partager ces rôles, tu vois. Tu peux te dire que chacun justement maintient l'ordre et chacun étend le territoire connu. Ou tu peux te dire une personne va entretenir le territoire connu et une personne va étendre le territoire. Et c'est à chaque couple de décider qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Est-ce que l'un peut étendre le territoire et l'autre entretenir le territoire? Et aujourd'hui, on a la possibilité de choisir. Donc, à chaque couple, je vous invite à vraiment vous poser et vous dire quelle est notre situation, qu'est-ce que nous faisons le mieux. Mais du coup, comment est-ce que ces deux systèmes interagissent à travers pendant la journée? Eh bien, le matin, nous avons le plus de dopamine. Et puis, elle va diminuer pendant la journée, alors que l'après-midi, nous avons le plus de sérotonine. Et donc, le matin, il vaut peut-être mieux faire les choses difficiles, qui demandent des règles claires, du travail de précision, de concentration intense. Alors que l'après-midi, c'est peut-être mieux de faire du brainstorming, d'être créatif, d'être flexible. Mais je t'invite à, à faire attention à la lumière du jour. C'est pour car toutes ces horloges circadiennes se règlent grâce à la lumière du soleil. Donc dès que tu te réveilles, sors, expose-toi à la lumière du jour pour justement déclencher ta sécrétion de sérotonine. Et le soir, justement, n'utilise pas ton téléphone avant de dormir ou mets des filtres, car sinon, justement, tu vas affecter
ton sommeil, tu vas affecter justement la qualité de ton sommeil, mais aussi ces systèmes-là, parce qu'ils vont pas réussir à bien se remettre en place. Et le sommeil, c'est aussi la phase pendant laquelle tu as ta neuroplasticité. Donc c'est une phase très importante pendant laquelle tu dois dormir et ne pas avoir d'exposition à la lumière du jour. Donc n'allume pas tes grosses lumières, laisse les lumières assez basses le soir, laisse les lumières très basses, aussi basses que possible, selon ce que ta maison permet. Il y a beaucoup de choses qui peuvent très facilement impacter ces systèmes, nos gènes, nos habitudes, les drogues que nous prenons, nos habitudes alimentaires, le stress. Le stress, c'est le trauma pendant l'enfance, même pendant la période prénatale. Et tout cela peut engendrer des perturbations dopaminergiques et sérotoninergiques. Par exemple, il est très facile d'avoir des problèmes. Si on a des déficits de dopamine, on peut avoir Parkinson, comme je l'ai dit plus tôt, ou souffrir d'anédonia. On ne prend plus de plaisir. Anédonia, hédonia, hédonie, le plaisir. Si on peut avoir moins de sérotonine, on peut avoir des problèmes d'impulsivité, on va avoir tendance à être plus impulsif. Une combinaison des deux, ça peut entraîner des problèmes de dépression, de craving, d'addiction. Ici, c'est à peu près la même chose. Peu de dopamine, on perd des intérêts, Parkinson, troubles de ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, troubles de l'attention et d'hyperactivité. Peu de sérotonine, on peut avoir du post-trauma, euh, des comportements compulsifs, de l'impulsivité, de la tristesse, des problèmes digestifs, comme je l'ai dit, c'est très important au niveau de la contraction. Et on peut se sentir pas bien en général. Mais trop de dopamine, d'un côté, ça peut aussi nous rendre addictifs. Et on peut souffrir de schizophrénie. Et trop de sérotonine, ça peut aussi nous rendre des palpitations et le syndrome sérotoninergique dans lequel on ne peut plus bouger du tout. Et ce qui a l'air de se passer au niveau, par exemple, de l'addiction, ce qui est intéressant, c'est que on a un côté impulsif, où on va prendre la drogue pour justement parce qu'on a des sentiments positifs. Il y a beaucoup de comorbidités avec ADHD, attention déficit, trouble d'hyperactivité. Parce que justement, on va agir et on va avoir tendance à prendre notre drogue parce que il y en a qui parlent de self-medication. Donc en gros, on soigne notre trouble grâce à la drogue parce qu'on se sent bien en la prenant, on se sent mieux. Alors que d'autres personnes vont prendre les drogues de manière compulsive pour alléger leurs symptômes de dépression, par exemple. Et elles vont répéter un comportement mauvais parce que ça aide à apaiser justement le symptôme de dépression. Et après, entre les deux, on a aussi un sentiment de negative urgency. Et on a l'impression justement que que le système dopaminergique est impliqué avec tout ce qui est ADHD, comme je te disais, l'impulsivité, alors que tout ce qui est compulsivité et dépression serait plus sérotoninergique. Mais on ne sait pas encore exactement comment tout fonctionne. Mais voilà, je n'irai pas plus loin parce que la partie d'après est la partie dans laquelle je mentionne des hypothèses de recherche, etc. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à commenter, à la partager et à m'en dire plus. Et j'espère que tu as regardé jusqu'au bout. Partage, dis-moi ce que tu en as pensé, commente. J'espère que cette vidéo a été claire au niveau du système dopaminergique et sérotoninergique. N'hésite pas à me poser des questions si tu veux en apprendre plus à ce sujet. Je me ferai un plaisir de répondre, à partager des clarifications sur différents points. Et je te dis à bientôt. Ciao.